Introduction. Ces fameuses 2 minutes. Ce programme ne développe pas de nouvelles théories sur le monde des affaires, mais vous indique comment améliorer vos résultats en apprenant à établir une relation avec vos clients, collègues, supérieurs hiérarchiques et employés, voire avec de parfaits étrangers. Et tout cela en moins de 2 minutes. Au cours des 2 premières minutes de toute rencontre, il ne s'agit pas simplement de donner une bonne impression initiale, mais d'établir un contact entre les instincts et la nature de chacun des individus en relation. Au cours de ces premières secondes, notre instinct de survie inconscient entre en jeu. Notre esprit et notre corps décident de fuir, de combattre ou d'interagir avec l'autre, qu'il représente une opportunité ou une menace, qu'il soit ami ou ennemi. Ce programme vous révèle les jugements instantanés qui s'opèrent durant ces premiers moments, ainsi que la façon de les tourner à votre avantage. Une fois passés ces premiers obstacles et la confiance établie, il devient possible d'établir un lien de personne à personne ou, plus exactement, de personnalité à personnalité. Ce programme va vous dévoiler comment décrypter la personne et la situation rencontrée, ainsi que la manière d'entrer en relation avec la première, de la motiver et de l'influencer. La création d'un lien avec une personne suit un ordre et un processus particulier. Tout d'abord, la confiance se développe au niveau des instincts de base, puis le lien entre les personnalités s'établit, débouchant sur une relation qui ouvre des possibilités presque infinies. Vous vous demandez peut-être comment j'ai appris tout cela. La réponse est simple. J'ai basé ce programme sur l'expérience. J'ai progressé et je suis aujourd'hui à des années-lumière de celui que j'étais au début de ma vie. Et mes attentes actuelles sont très éloignées de celles que j'avais alors. Je dois reconnaître que ma réussite est principalement due à ma capacité à établir le contact avec les autres. Pendant 25 ans, mon métier consistait à embellir les gens. Je pratiquais alors à un niveau international la photographie de mode et de publicité. Cette période m'a beaucoup appris sur la façon de rendre les gens attirants. J'ai toujours cherché à produire à la fois la meilleure image des personnes qui posaient devant mon objectif et à faire en sorte qu'elles donnent l'impression d'être depuis toujours pleines d'assurance et de charisme. Face à un appareil photo, chacun diffuse un message particulier avec son visage, son corps et son attitude. Mon travail consistait à donner forme à ce message en influençant mes sujets grâce à mon visage, mon corps, mon attitude et ma voix. Ce programme vous apprendra à utiliser chacun de ces outils, visage, corps, attitude, voix, pour créer une impression et faire passer votre message en moins de 2 minutes. Je ne vais pas vous photographier, mais je vais changer l'image que vous avez de vous-même et vous montrer comment établir le contact avec toute personne croisant votre chemin professionnel, rapidement, simplement et facilement. Votre activité, quelle qu'elle soit, consiste principalement à entrer en relation avec d'autres individus. Or, lors d'une rencontre, les gens décident en un instant, aussi bref qu'une prise photographique, s'ils vont entrer en relation avec vous ou s'ils vont cesser l'échange. Lorsque j'ai commencé à exercer le métier de photographe et que j'allais de studio en client entre Londres, Lisbonne, Madrid, New York, Cape Town et Toronto, j'ai réalisé que certaines personnes pouvaient s'entendre avec n'importe qui dès les premiers instants. Cette capacité leur permettait de développer des relations immédiates, d'augmenter leur carnet d'adresses et de s'engager rapidement sur la route du succès. Malheureusement, tout le monde ne pouvait pas en faire autant. C'était un peu comme si certains laissaient toujours la porte ouverte à une relation d'affaires, alors que d'autres s'enfermaient ou du moins donnaient cette impression au premier abord. Mais en fréquentant ces individus fermés, j'ai pu constater qu'une première impression pouvait être trompeuse. La plupart de ceux qui semblaient distants ne l'étaient en réalité pas du tout. Les séances photos qui réunissent parfois clients, PDG, mannequins, coiffeurs et maquilleurs, chefs de publicité, comptables, décideurs, pilotes d'avion, fermiers, musiciens, des personnes qui ne s'étaient en règle générale jamais rencontrées, étaient un bon moyen d'étudier le comportement des gens en société. J'ai constaté que nombre d'entre eux étaient ouverts et capables de faire facilement et rapidement connaissance, alors que d'autres, plus réservés et plus distants, paraissaient manquer les opportunités et les occasions et restaient isolés. À ma grande surprise, ni l'intelligence, ni la beauté, ni le talent ne semblaient y être pour quelque chose. Le sens de l'observation,
la capacité de persuasion et l'habileté à dépeindre le comportement et l'humeur constituent les principaux outils d'un photographe de mode. J'ai pu assez rapidement identifier les types de comportements qui permettaient aux gens de s'entendre ou pas avec les autres. Certains individus jouent sur des types de comportements gagnants, tandis que d'autres s'enferment dans des attitudes vouées à l'échec. C'est à peu près à cette époque que j'ai entendu parler du travail effectué par les docteurs Richard Bandler et John Grinder. Ils ont développé une technique visant à étudier et à comprendre la structure du comportement humain, ainsi que la façon dont les hommes utilisent le langage afin de programmer leur entourage et de se programmer eux-mêmes. Cette méthode porte le curieux nom de programmation neurolinguistique ou PNL. La PNL est un outil qui permet de découvrir ce qui se cache derrière nos actions et de comprendre la façon dont nos paroles influencent notre comportement et celui de notre entourage. Passionné par cette technique, je décidai d'étudier aux côtés du docteur Bandler à Londres et à New York et me formai sérieusement en PNL. Par la suite, il me fut de plus en plus facile d'observer les types de comportements des gens que je fréquentais quotidiennement et notamment d'identifier la différence d'approche entre ceux doués pour les relations humaines et ceux qui ne l'étaient pas. Grâce à ma réussite professionnelle, je reçus de nombreuses invitations à donner des conférences sur la photographie de mode et de publicité dans des écoles ou des clubs. Rapidement, je me concentrais sur la façon d'établir le contact avec les sujets à photographier et d'obtenir leur coopération, et ne consacrais que quelques minutes à la technique photographique. Presque aussitôt, je fus invité à faire cette même conférence, en y soustrayant les minutes réservées à la photographie, à des employés de compagnies aériennes, dans des écoles, des hôpitaux et des associations. Et très vite, je fus chargé de missions auprès de grandes entreprises dans le monde entier. Alors que mes contacts avec le monde des affaires s'intensifiaient et que je rencontrais des milliers de gens, je pris conscience que la création d'une relation d'affaires différait d'une prise de contact dans la vie privée. Dans la sphère privée, vous choisissez vos amis. Mais dans l'univers professionnel, il est impossible d'éviter vos collègues, employés, supérieurs hiérarchiques ou clients, à moins de quitter votre emploi. Vous devez construire et entretenir des relations avec ces personnes-là, qu'elles vous plaisent ou pas. Ce programme vous dévoilera tout ce que vous devez savoir pour établir une relation avec les personnes que vous devez côtoyer. Première partie, les bases. L'efficacité d'une gestion, l'importance d'une part de marché, la qualité d'un service, la puissance d'une culture d'entreprise, le niveau de satisfaction du client et l'impact d'une communication sont autant de facteurs non financiers, les personnes, permettant de prédire avec acuité les performances financières futures d'une activité. Est-ce compliqué? Pas vraiment. La construction de l'ensemble de ces conditions périprofessionnelles dépend de deux choses: les gens et votre capacité à entrer en relation avec eux. Cette capacité découle de quelques principes de base, si simples qu'ils peuvent s'apprendre à l'arrière d'un taxi roulant sous la pluie. Chapitre 1. L'Évangile selon Muldoon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'information. Mon premier poste fut celui d'assistant personnel de Francis Xavier Muldoon, le directeur de la publicité de l'hebdomadaire le plus diffusé au Royaume-Uni. C'était au milieu des années 60, en Angleterre, et mon nouveau patron avait surgi de nulle part pour arriver en tout juste 3 ans au sommet d'un secteur d'activité incroyablement concurrentiel. Francis Xavier Muldoon était incontestablement socialement doué. Voici quelques-unes des règles qui ont contribué à son succès et que l'on nommera l'Évangile selon Muldoon. L'Évangile selon Muldoon commence de la façon suivante. La première impression donne le ton de la réussite, bien plus que la classe sociale, les recommandations, l'instruction ou votre note de restaurant. En fait, vous décidez généralement dans les 2 premières secondes d'une rencontre de la manière dont vous allez répondre à votre interlocuteur. Mais dans le même temps, votre interlocuteur fait de même. Quant aux 118 secondes restantes, elles sont consacrées à confirmer et cimenter la relation et à mettre au point le mode de communication à venir. Les observations de Muldoon sont toutes tragiquement simples. Quand les gens vous aiment, ils ne voient que le meilleur en vous. Dans le cas contraire, ils ont tendance à ne voir que le pire. En fait, c'est du bon sens. Si un client vous apprécie, il attribuera sans doute votre fébrilité à de l'enthousiasme.
Mais si le courant ne passe pas, il considérera votre agitation comme de la bêtise. Muldoon a raison. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, votre courtoisie naturelle peut être interprétée comme de la prévenance par un jury favorable, tandis qu'elle sera vue comme de la faiblesse par un jury qui ne vous apprécie pas. Un manager peut, selon son impression, considérer que votre assurance fait de vous une personne audacieuse ou, au contraire, un individu arrogant. Vous passerez ainsi pour un génie pour les uns et pour un idiot pour les autres. Tout dépend de la façon dont l'autre vous imagine. Captivez l'imagination et vous captiverez le cœur, est une maxime qui fait également partie de l'Évangile selon Muldoon. Parce que, quel que soit l'angle que vous adoptiez, la vie se résume à une histoire de comportement. Or, l'imagination déclenche l'émotion, l'émotion l'humeur, et l'humeur le comportement. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Francis Xavier Muldoon. J'avais quitté le nord de l'Angleterre pour Londres parce que je voulais être là où ça bougeait, même si je n'avais aucune idée de la vie dans une capitale européenne. J'ai rapidement réalisé que les gens qui créaient l'événement me fascinaient. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas réussi à déterminer si Muldoon était génial ou fou. En fait, Muldoon était un génie. Mais il me fallut un certain temps pour comprendre ce qui le rendait si efficace. Certaines des missions qu'il me donnait ne semblaient avoir aucun sens, du moins au premier abord. Mon premier travail réellement dingue pour FX consista à lécher, coller et griffonner 2467 enveloppes identiques et à les fourrer dans un sac de jute. Le lendemain, j'accompagnais le maestro à une présentation commerciale dans les bureaux du directeur général d'une société de vente par correspondance dans Oxford Street. Muldoon irradiait. Il était vif, assuré et heureux, tandis que moi, avec mon sac, j'avais l'air d'un pilleur de tombes revenant d'une exhumation. On nous introduisit dans le bureau du directeur. Francis Xavier Muldoon salua ce client potentiel comme s'il s'agissait d'un vieil ami, presque d'un frère. Il me présenta comme son assistant et notre hôte nous invita à nous asseoir. Nous nous installâmes face à un bureau ancien d'une taille démesurée. Presque aussitôt, Francis Xavier sourit et parla. « Si vous le permettez, j'aimerais vous donner quelque chose. »« Je vous en prie, allez-y, » répondit le directeur, faisant un vague signe de tête. « Nick, ici présent, va vous montrer, » dit Muldoon. J'entrai en scène pour la première fois. Sans perdre le rythme et prenant un air concentré, j'étendis un grand tapis vert sur le sol et y étalai tout le contenu du sac en son centre. Il y avait tant d'enveloppes qu'elles se répandirent jusque et sous les chaises. Alors que notre hôte, complètement ébahi, considérait l'énorme tas d'enveloppes sur le sol, Muldoon proclama d'une voix douce mais néanmoins précise: « C'est la quantité de réponses que vous pouvez obtenir si vous faites de la publicité dans le magazine Woman. » Il fit une pause suffisamment longue pour capter l'attention du directeur. Puis, le regardant droit dans les yeux, il annonça: 2467 réponses atterrissant sur le bureau de l'un de vos concurrents en un seul jour à la suite d'une publicité dans notre magazine. Nous pouvons faire la même chose pour vous. Le temps volatile. Il s'était écoulé à peu près 2 minutes depuis le début de l'entretien. Muldoon partit avec, dans sa mallette, un contrat de publicité pour 26 semaines et dans le sac, l'intégralité des 2467 enveloppes. Dans le taxi qui nous ramenait au bureau, il décida qu'il était temps pour moi d'en apprendre un peu plus sur l'Évangile selon Muldoon. « À votre avis, que s'est-il passé là-bas » me demanda-t-il. « Vous n'aviez jamais rencontré cet homme » questionnai-je. « Non, jamais. Mais j'étais persuadé que vous étiez de vieux amis. » Ça en avait tout l'air, n'est-ce pas ? Sourit Muldoon. Puis il se tourna vers moi. Savez-vous pourquoi ? Bon, il a probablement entendu parler de vous. J'en doute. Asseyez-vous en face de moi si vous voulez bien, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Les taxis londoniens ressemblent beaucoup à des boîtes de conserve noires montées sur roues, mais ils sont spacieux et faits pour le confort des passagers et de leurs bagages. À l'arrière, ils disposent d'une banquette faisant face à la route, ainsi que de 2 strapontins tournés dans le sens opposé. Je m'assis donc sur le strapontin en face de Muldoon. Étant plutôt grand, je posai mes coudes sur les genoux, ma main droite entourant mon poignet gauche. Je présume que mon visage traduisait mon étonnement et ma curiosité. Par la fenêtre,
Muldoon regardait la petite pluie fine tomber sur les passants qui sortaient de la station de métro de Marble Arch. Il me fit face en ajustant sa position sur la banquette, puis sourit avec enthousiasme en me regardant droit dans les yeux. Il brandit un doigt. Loi de Muldoon numéro 1, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez le regarder dans les yeux et sourire. Il opina une fois et attendit que je prenne acte de ses paroles, ce que je fis. Puis, il leva un deuxième doigt. Loi de Muldoon numéro 2, si vous voulez que votre interlocuteur ait l'impression de déjà vous connaître, vous devez être un caméléon. Je fronçai les sourcils. D'un geste de la main, Muldoon m'indiqua de prendre patience, puis leva un troisième doigt. Loi de Muldoon numéro 3. Captivez l'imagination et vous captiverez le cœur. Je m'adossai au dossier de mon siège. J'étais sûr qu'il n'avait pas fini. Il fit de même. Combien de fois par jour avez-vous affaire à des gens qui ne s'aperçoivent pas de votre présence et qui ne vous regardent pas? Des dizaines de fois, j'imagine, répondis-je. Ce sont autant d'occasions manquées. Le moyen le plus économique, facile et efficace de maximiser les effets d'une prise de contact avec d'autres personnes, vos clients, vos collègues, le concierge d'à côté ou ce chauffeur de taxi, consiste à les regarder dans les yeux et à sourire. Savez-vous pourquoi? Parce que cela donne l'impression que vous êtes honnête et que vous leur portez un certain intérêt. Je me doutais en répondant que ce n'était pas tout. Bien, très bien. Mais cela va au-delà. Si votre présentateur favori énonçait les informations du soir la tête baissée en lisant ses notes ou en regardant par la fenêtre, le prendriez-vous au sérieux? Non, je ne pense pas. Cela me semblait assez évident. Et que penseriez-vous de son message? Je présume que je n'y accorderai aucun intérêt, à moins de me forcer. Votre message va à l'endroit où va votre voix, et votre voix se dirige là où vos yeux la guident. Que ressentez-vous lorsque vous rencontrez quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux? Que ressentez-vous lorsqu'il le fait? Que ressentez-vous quand, alors que vous vous adressez à une personne, celle-ci porte ses yeux sur quelqu'un ou quelque chose d'autre? Le contact par les yeux est l'un des plus importants vecteurs de communication non verbaux. Nous avons tous appris que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Mais ils permettent également de répondre à des questions essentielles au moment où nous tentons d'établir une relation. Mon interlocuteur fait-il attention à ce que je dis? Me trouve-t-il attirant? M'apprécie-t-il? Dans des contextes sociaux ou professionnels, d'infimes différences en matière de contact oculaire peuvent en dire très long. Par exemple, des yeux qui se rapprochent et une tête baissée, légèrement de côté, peuvent indiquer une invitation à discuter de choses très privées, voire intimes. Le regard peut transmettre un sentiment de supériorité quand la tête est levée, une hostilité, regarder par en dessous son interlocuteur de manière impassible. À l'inverse, le fait de regarder ailleurs peut indiquer une faiblesse et une stratégie d'évitement. Par conséquent, lorsque vous discutez d'un sujet qui vous tient à cœur, soyez conscient du message que vos yeux adressent aux personnes qui vous écoutent. Muldoon me regarda droit dans les yeux et me parla doucement et lentement. Les yeux diffusent de l'autorité. Ils donnent au message sa direction et renforcent sa précision et son impact. Il me scruta avec insistance et j'évitai son regard. « Vous saisissez ?» me demanda-t-il. « Oui » approuvai-je avec vigueur. « Alors souriez » dit-il. J'eus un rictus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « Je ne parviens pas à sourire sur commande » dis-je.